J'ai traversé le pays pour leurs 40 ans de mariage, mais ils m'ont chassé et rejeté mon cadeau. Je suis reparti. Quand ils ont enfin découvert ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont roulé 14 heures jusqu'à chez moi. Je m'appelle Florence Mercier. J'ai 31 ans. Pour le 40e anniversaire de mariage de mes parents, j'ai traversé tout le pays en avion avec un cadeau emballé dans du papier doré. Avant même que je puisse m'asseoir, ma mère m'a regardé et a dit « Nous ne t'avons pas invité. C'est ta sœur qui a organisé ça. » Puis, mon père a poussé mon cadeau hors de la table et a déclaré « Nous ne voulons rien venant de la fille qui nous a abandonnés. » J'ai ramassé le paquet et je suis parti. Lorsqu'ils ont découvert ce qu'il y avait à l'intérieur, ce que cela m'avait coûté, ce que cela signifiait et qui payait réellement pour le toit au-dessus de leur tête, ils ont conduit 14 heures d'affilée jusqu'à ma porte. J'ai grandi à Saint-Amand, une petite ville d'environ 4000 habitants, à quelques âmes près qui sont partis pour ne jamais revenir. Mon père, Gérard Mercier, réparait des tuyauteries pour gagner sa vie. Ma mère, Juliette, travaillait à temps partiel à la supérette sur la départementale 31, et ma sœur aînée, Valérie, de 4 ans mon aînée, était le soleil autour duquel toute la maison orbitait. Je ne dis pas cela avec amertume. Je le dis parce que c'est vrai. Valérie était bruyante là où j'étais silencieuse. Elle racontait des histoires au dîner pendant que je débarrassais les assiettes. Lorsqu'elle rapportait des bulletins scolaires accompagnés d'un discours, je rapportais les mêmes notes et les laissais sur le comptoir. Papa brandissait ceux de Valérie en disant « Ça, c'est ma fille ». Les miens restaient sur le comptoir jusqu'à ce que maman les range. Papa avait cette phrase qu'il répétait lors des barbecues en famille. Il pointait sa bière vers Valérie, puis vers moi, et disait « Valérie a eu le cerveau. Florence a eu. » Eh bien, Florence et Florence. Tout le monde riait. Je riais aussi. J'avais 8 ans la première fois que je l'ai entendu. J'en avais 18 la dernière fois. La blague n'a jamais changé. Le public non plus. J'ai fait une école d'infirmière, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai reçu une offre d'emploi à Lyon, et j'ai emballé tout ce que je possédais dans 2 valises et un carton. Le matin de mon départ, papa réparait un tuyau sous l'évier de la cuisine. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte et j'ai dit « Au revoir, papa ». Il n'est pas sorti de sous l'évier, il a juste dit « Bien ». Une bouche de moins à nourrir. C'était le 15 juin, le jour de mon anniversaire. Je ne suis pas parti parce que j'avais cessé de les aimer. Je suis parti parce que rester signifiait disparaître, et j'étais déjà à moitié effacé. La première année à Lyon, j'appelais à la maison tous les dimanches à 19 heures précises. Maman décrochait parfois. Papa jamais. La deuxième année, les appels tombaient sur la messagerie plus souvent qu'autrement. J'ai envoyé un SMS à Valérie à ce sujet. « Ils sont occupés », a-t-elle répondu. Ne le prends pas personnellement. Puis une semaine plus tard, tu sais comment est papa. Il pense que tu nous as abandonnés. J'envoyais des cadeaux d'anniversaire, des colis pour Noël et une écharpe tricotée main que j'avais mis 3 week-ends à faire pour maman. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Quand j'ai demandé à Valérie, elle a soupiré et a dit « Je crois qu'ils l'ont jeté sans l'ouvrir. » Florence, je suis désolé. Cette phrase s'est posée sur ma poitrine comme une pierre. Puis, un jour de novembre, tante Martine, la jeune sœur de maman, m'a appelé. Nous parlions de tout et de rien quand elle a dit « Au fait, ta mère adore l'écharpe que tu as envoyée. Elle la porte tous les dimanches à la messe. » Je suis restée silencieuse. Florence, tu es là. Martine. Valérie m'a dit qu'il l'avait jetée. Longue pause. Puis Martine a dit très prudemment « Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Je ne l'ai pas poussée à en dire plus. Pas ce jour-là. Mais quelque chose a changé en moi. Une fissure dans l'histoire qu'on m'avait racontée, juste assez large pour laisser passer la lumière. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux choses que Valérie disait par rapport à la réalité. Et le fossé entre les deux ne cessait de s'élargir. Je n'avais encore aucune preuve, juste un sentiment. Le genre qu'on a quand quelqu'un réarrange les meubles de votre vie en vous disant que ça a toujours été comme ça. Florence, il ne pense juste pas beaucoup à toi, avait dit Valérie une fois. Je suis désolé. Elle disait beaucoup « je suis désolé ». Ça n'a jamais eu l'air sincère. L'appel est arrivé un mardi de mars, il y a 5 ans. J'avais 26 ans,
je faisais une double garde aux soins intensifs quand mon téléphone a vibré avec le nom de tante Martine. Sa voix était tendue. Ma chérie, je dois te dire quelque chose. Tes parents ont 3 mois de retard sur le prêt immobilier. La banque a envoyé un dernier avis. Je me suis appuyé contre le mur du couloir. C'est grave à quel point? Assez grave pour qu'ils puissent perdre la maison d'ici l'été. Est-ce que Valérie le sait? Valérie leur a dit qu'elle s'en occupait. Pause. Mais je n'ai vu aucun paiement passer et ton père refuse d'en parler. Tu sais comment il est. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement et j'ai fixé le mur pendant 1 heure. Puis j'ai appelé la banque. Le Crédit Régional de Saint-Amand. J'ai demandé à parler au responsable des prêts immobiliers. Ils m'ont transféré à un homme nommé Monsieur Lefebvre. Directeur d'agence. Voix calme. Patient. J'ai expliqué qui j'étais. J'ai demandé le statut du compte. Il a confirmé, 3 mois de retard. Procédure de saisie entamée. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé. En fait, quelqu'un d'autre a appelé la semaine dernière en prétendant être un membre de la famille, disant qu'ils allaient régler ça. Il a marqué une pause. Mais ils n'ont jamais donné suite avec un paiement. Je savais exactement qui c'était. Valérie avait appelé, fait la promesse, et n'avait jamais envoyé un centime. C'était la première fois que je réalisais que ma sœur n'était pas seulement négligente. Elle était calculatrice. J'ai dit à Monsieur Lefebvre que je voulais mettre en place des virements automatiques depuis mon compte, mensuellement, de manière anonyme. Ne dites à personne que les paiements viennent de moi, ai-je dit. Ni à mes parents, ni à ma sœur, personne. Il a accepté. Et j'ai appelé Martine et j'ai dit 5 mots, ne dis rien à personne. Surtout pas à Valérie. 2300 € par mois. Voilà à quoi ressemble l'amour invisible. Je gagnais correctement ma vie en tant qu'infirmière coordinatrice dans un hôpital à Lyon. Correctement, pas richement. Après le loyer, les courses, mon prêt étudiant et le nouveau paiement du crédit de mes parents, il me restait environ 200 € par mois pour tout le reste. Alors, j'ai fait des choix. Pas de vacances, pas de restaurant. J'achetais mes vêtements chez Emmaüs et mes meubles dans des vide-greniers. Quand ma voiture a eu besoin de nouveaux pneus, j'ai pris les moins chers et je roulais lentement sous la pluie. Thomas Renaud, mon petit ami, un menuisier aux mains sûres et au regard calme, a compris ce que je faisais au bout de 3 mois. Je ne lui avais rien dit. Il a juste remarqué que j'avais arrêté d'acheter du café sur le chemin du travail. Et puis il a remarqué le tableau Excel sur mon ordinateur portable. Et puis il s'est assis sur le lit et a dit, c'est la maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Il n'a pas dit que j'étais folle. Il n'a pas dit que je devrais arrêter. Il a dit, d'accord, je réparerai la rambarde du balcon moi-même pour qu'on n'ait pas à payer quelqu'un. C'était Thomas. Pas de discours, juste du bois et un niveau à bulles. Pendant 5 ans, j'ai fait des heures supplémentaires. J'ai pris les jours fériés, les week-ends, les nuits. Je ne me plaignais pas. Chaque mois, 2300 € quittaient mon compte et atterrissaient sur le crédit immobilier de mes parents. Et chaque mois, le solde diminuait un peu. Mes parents n'ont jamais appelé, pas une fois. Pas pour mon anniversaire, pas pour Noël, pas quand j'ai été promu. Mais le crédit restait à jour, les avis de saisie ont cessé, et la maison de la rue des Érables est restée debout. Je n'ai jamais demandé de merci, mais je ne savais pas que quelqu'un d'autre se faisait déjà remercier pour ce que je faisais. Tante Martine était ma seule fenêtre sur ce qui se passait à Saint-Amand. Elle m'appelait toutes les quelques semaines, prenant soin de ne pas trop en dire, ni trop peu. Mais un soir, environ 2 ans plus tard, sa voix semblait différente, plus dure. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit. « Et tu ne vas pas aimer ça. » Valérie avait dit à mes parents que c'était elle qui payait le crédit. Pas qu'elle aidait, pas qu'elle contribuait, mais qu'elle payait tout. Selon Martine, papa s'est levé lors d'un repas de famille, la table pleine de cousins, d'oncles, de voisins, et a levé son verre. À Valérie, a-t-il dit. La seule qui se soucie vraiment de cette famille. Tout le monde a applaudi. Maman a pleuré. Valérie a souri et a dit, ce n'est rien, papa. Tu ferais la même chose pour moi. Ce n'était pas rien. C'était 2300 € par mois qui provenaient de mon compte courant à Lyon. Chaque centime était à moi.
Et ma sœur était assise dans la salle à manger de mes parents, absorbant le mérite comme un bain de soleil. Mais c'est devenu pire. Martine m'a dit que Valérie utilisait ce nouveau statut, ce badge d'héroïne emprunté, pour convaincre papa de mettre son nom sur leur compte bancaire pour la laisser gérer les finances familiales. Elle s'est même fait ajouter au contrat d'assurance, tout cela avec la bénédiction reconnaissante de papa. Elle se positionne, a dit Martine sèchement. Et tes parents lui donnent les clés. J'avais la nausée, mais je ne les ai pas appelés. Je ne l'ai pas dénoncé. Je me suis dit, tant que la maison est en sécurité, peu importe qui reçoit le mérite. Puis Martine a dit la chose qui m'a brisé. Ton père a dit à ton cousin Benoît la semaine dernière. Ces mots exacts, j'ai élevé une bonne fille et une étrangère. J'ai raccroché et je n'ai appelé personne pendant 3 jours. Puis les fêtes ont cessé de m'inclure vers la 3e année. Toussaint, maman ne se sent pas bien. Valérie dit que ce serait mieux si tu ne venais pas à Noël, papa ne veut pas de drame. Appelle juste peut-être. Pâques, rien. Pas de SMS. Pas d'appel. Juste le silence. Mais grâce à Martine, je connaissais la vérité. La maison était pleine à chaque fête. Les cousins venaient d'Orléans. Oncle Raymond apportait sa fameuse tarte. Les voisins venaient pour le dessert. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi. Valérie avait construit un mur autour de ma famille et s'était placée à la porte, et personne ne remettait ça en question parce que, pour autant qu'ils le sachent, c'était elle qui gardait un toit au-dessus de leur tête. Pendant ce temps, je continuais de payer chaque mois. Le solde est passé de 140 000 à 80 000, puis 60, puis 40. Je regardais les chiffres tomber sur mon application bancaire comme une sorte de compte à rebours inversé, non pas vers un début, mais vers une fin. Thomas m'a demandé un soir pendant qu'on faisait la vaisselle, quand est-ce que ça finit, Florence? J'ai séché une assiette, je l'ai posée sur l'égouttoir. Quand la maison sera payée, ai-je dit, alors je saurai qu'ils sont en sécurité. C'est suffisant. Il m'a regardé comme il le faisait parfois, comme s'il pouvait voir le coût de ce que je portais et souhaitait pouvoir le partager en deux. Est-ce que ça l'est vraiment, a-t-il demandé. Est-ce suffisant? Je n'ai pas répondu. Le dernier paiement est passé en septembre. 5 ans, 60 virements mensuels, 137 412 € au total. La maison de la rue des Érables était libre de toute dette, appartenant entièrement à Gérard et Juliette Mercier. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu la seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, une invitation, en quelque sorte. Je faisais défiler Facebook un dimanche matin quand je l'ai vu. Le post de Valérie, lumineux et public. Organisation de la fête des 40 ans de mariage de maman et papa. Famille uniquement, 14 octobre. Ça va être tellement spécial. 200 likes, 40 commentaires, des cousins se taguant les uns les autres, des voisins demandant quoi apporter. Oncle Raymond promettant 3 tartes cette fois. Aucun message pour moi, aucun appel, aucun SMS. Je suis restée assise avec mon téléphone à la main pendant un long moment. Puis j'ai appelé Valérie. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Florence, salut. J'ai vu le post. Quand dois-je réserver mon vol? Silence. Puis, oh, je ne pensais pas que tu voudrais venir. C'est leur 40e anniversaire, Valérie. Je sais, mais papa a dit qu'il ne voulait pas de malaise. Est-ce que papa a dit ça ou est-ce que c'est toi? Une autre pause. Plus longue cette fois. Je pouvais l'entendre recalculer. J'essaie juste de protéger tout le monde, Florence. De quoi? De ma présence à l'anniversaire de mes propres parents? Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Elle expira d'un coup sec. Écoute, je ne veux juste pas que ça tourne au drame. Tu n'as pas été là. Les gens vont poser des questions. Laisse-les demander. Florence, je serai là. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de colère, mais de quelque chose de plus profond. 5 ans de silence. Et ma sœur décidait encore si j'existais ou non. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Thomas s'est tourné et a dit, tu y vas, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Il a marqué une pause. Qu'est-ce que tu apportes? J'y ai pensé pendant exactement une seconde. La vérité.
Il n'a pas demandé ce que je voulais dire. Je pense qu'il le savait déjà. Et quelque part dans cette chambre sombre, quelque chose en moi est passé de l'espoir à la décision. Tu ne pourras pas m'effacer de ma propre famille, Valérie. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai appelé Monsieur Lefebvre au Crédit Régional. Monsieur Lefebvre, c'est Florence Mercier. Florence, ravi de vous entendre. Félicitations, au fait. Ce dernier paiement est bien passé. C'est justement pour ça que j'appelle. J'ai besoin de l'attestation originale de mainlevée d'hypothèque et d'un relevé complet de tous les paiements effectués au cours des 5 dernières années, chaque transaction, chaque date. Il est resté silencieux un moment. Vous êtes sûr de vouloir tout ça? Ça montre tout. Votre nom, votre compte, chaque virement. C'est exactement pour ça que je le veux. Donnez-moi quelques jours. J'aurai tout cela notarié et prêt. Le paquet est arrivé la semaine suivante. Une épaisse enveloppe Kraft de la banque. À l'intérieur, l'attestation de paiement, officielle, tamponnée du sceau de la banque. Derrière, 60 pages de relevé de transaction. Mon nom sur chacune d'elles. J'ai aussi écrit une lettre. Une page manuscrite sur du papier blanc ordinaire. Je ne vous dirai pas ce qu'elle disait. Pas encore. Mais je dirai ceci, il m'a fallu 4 essais pour la finir sans pleurer. Et quand je l'ai finalement scellée, mes mains étaient stables. J'ai tout mis dans une boîte, une belle, solide, achetée au magasin de loisirs créatifs. Puis je l'ai emballée dans du papier doré. Pas parce que je suis sophistiqué, mais parce que c'était la couleur du mariage de mes parents. Il y a 40 ans, leur gâteau avait des rubans dorés. Maman en a gardé un dans sa boîte à bijoux pendant des décennies. Je pensais qu'elle s'en souviendrait. Le matin de mon vol, Thomas m'a conduite à l'aéroport. Sur le trottoir, il a tenu mon sac pendant que je restais là avec la boîte dorée coincée sous le bras. Quoi qu'il arrive, a-t-il dit, tu as déjà fait ce qu'il fallait. 5 ans à faire ce qu'il fallait. Je l'ai embrassé et je suis entré. Je ne savais pas alors que je serais de retour en moins de 24 heures sans la boîte. Le vol vers le nord a duré 1h30. J'ai passé tout ce temps avec la boîte dorée sur mes genoux, passant mon pouce sur le bord de l'emballage. J'ai loué une voiture à l'aéroport, une petite berline grise, et j'ai conduit vers l'est sur l'autoroute jusqu'à ce qu'elle se rétrécisse en route départementale et que le paysage se transforme en ces plaines vertes et plates typiques de la région. Je me souvenais des silos à grains, des églises blanches, de cette station-service sur la D31 qui affichait la fermeture définitive depuis que j'étais au collège. J'ai tourné dans la rue des Érables à 16h15, et elle était là, la maison. Le même crépi beige, le même grillage, la même allée fissurée. Mais aujourd'hui, il y avait des ballons attachés à la boîte aux lettres. Une banderole faite maison était accrochée au porche, joyeux 40e, Gérard et Juliette. Des voitures bordaient les deux côtés de la rue. J'en ai compté au moins 20. Je me suis garé au bout du pâté de maison, j'ai coupé le moteur, je suis resté assise. À travers les fenêtres de devant, je pouvais voir des gens bouger. Je pouvais entendre de la musique, de la variété française monter juste assez fort pour filtrer à travers les murs. Des rires, des voix superposées comme elles le font quand une pièce est pleine. 60 personnes à l'intérieur et pas une seule ne m'attendait. J'ai regardé la boîte dorée sur le siège passager. Le coin de l'emballage s'était froissé pendant le vol. Je l'ai lissé du bout du doigt. Et s'il ne voulait toujours pas de moi? Et si j'entrais là-dedans et que rien ne changeait? Je suis resté assise 10 minutes, regardant la lumière changer à travers les arbres. Puis j'ai pris la boîte, ouvert la portière et posé le pied sur le trottoir. La porte d'entrée était à 30 mètres. Elle aurait tout aussi bien pu être à 3000 km. Puis j'ai ouvert la porte moustiquaire et je suis entré. Le salon avait été réaménagé. Des tables poussées ensemble en forme de L, couvertes de nappes blanches. Des chaises pliantes empruntées à la salle des fêtes bordaient chaque mur. Des compositions florales trônaient sur chaque surface plane. La touche de Valérie, sans aucun doute. Un diaporama joué sur un ordinateur portable dans un coin. Des photos de maman et papa à travers les années. Je n'étais pas sur beaucoup d'entre elles. Quelques têtes se sont tournées, puis quelques autres. Madame Petit, notre vieille voisine, a été la première à parler. Florence. Oh mon Dieu. On ne t'a pas vu depuis des années.
Elle l'a dit assez fort pour que la moitié de la salle entende. Les conversations se sont atténuées. Les fourchettes se sont figées. Les yeux sont passés de moi à la boîte dorée dans mes mains, puis sont revenus à moi. J'ai scanné la pièce. Oncle Raymond près du buffet. Cousin Benoît près de la fenêtre. Une douzaine de visages que je reconnaissais à moitié et une douzaine que je ne connaissais pas. Puis je l'ai trouvée. Tante Martine. Elle se tenait près de la porte de la cuisine avec un verre de jus de fruits. Et au moment où elle m'a vu, sa main s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Mais ses yeux sont tombés sur la boîte, puis se sont écarquillés. Elle savait. Elle savait exactement ce que je portais. Nous nous sommes regardés à travers la pièce. 5 années de secrets échangés en un seul regard. Je pouvais voir la question sur son visage, tu es sûr? J'ai fait un petit signe de tête. Martine a posé son verre et a pincé les lèvres. Puis elle a hoché la tête en retour. Juste une fois, fermement. Derrière moi, la porte moustiquaire a grincé en se refermant. Devant moi, le murmure de la pièce s'est reconstruit. Plus calme maintenant, mais avec une nouvelle fréquence, le bourdonnement bas de l'inattendu. Les gens regardaient et je n'avais même pas encore dit un mot. Valérie était au milieu d'une phrase quand elle m'a vu. Elle se tenait en bout de table avec une coupe de champagne, prononçant ce qui ressemblait à la fin d'un toast. Point et je suis tellement reconnaissante de pouvoir vous rendre l'appareil, surtout avec la maison. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Applaudissements. Quelques verres levés. Et papa a hoché la tête depuis sa chaise comme un roi recevant un tribut. Puis les yeux de Valérie ont dérivé au-delà de la foule et se sont posés sur moi. Le changement fut instantané, pas dramatique. Elle était trop exercée pour ça, juste un scintillement, un resserrement autour de la bouche. Puis le sourire est revenu, plus large, plus chaleureux, comme si elle l'avait répété devant un miroir. Elle a posé son verre et a marché vers moi. Chaque pas mesuré. Quand elle fut proche, elle se pencha. Pas une étreinte, juste assez près pour chuchoter, « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit que papa ne voulait pas de toi ici. Je suis venu donner leur cadeau à maman et papa, ai-je dit. » Ma voix était égale. Mes mains ne l'étaient pas. Valérie a jeté un coup d'œil à la boîte dorée. « C'est quoi ça? Un truc de dernière minute acheté à la boutique de l'aéroport? » Je n'ai pas répondu. Elle s'est approchée. « Tu devrais partir avant que papa te voie. » Mais c'était trop tard. À travers la pièce, papa s'était tourné sur sa chaise et maman, assise à côté de lui, me fixait déjà. À ce moment-là, je me suis souvenu de quelque chose que monsieur Lefebvre avait dit en me remettant les documents. « Mademoiselle Mercier, c'est l'une des choses les plus désintéressées que j'ai vues en 20 ans dans cette banque. Vos parents ont de la chance. » De la chance? Debout dans ce salon, regardant ma sœur me barrer la route et la mâchoire de mon père se serrer à ma vue, chance semblait être un mot d'une autre langue. Mais j'ai continué à avancer. Maman m'a vu avant que papa ne dise quoi que ce soit. Elle était assise à sa gauche sur une chaise pliante rembourrée. Ses mains reposaient sur une serviette en papier qu'elle avait pliée en un petit carré. Quand nos yeux se sont rencontrés, quelque chose a bougé sur son visage. Surprise, peut-être soulagement, peut-être culpabilité. Je ne pouvais pas dire. C'était là pendant une demi-seconde, puis parti. La pièce devenait plus silencieuse. Les gens regardaient maintenant. De la façon dont les gens regardent quand ils sentent quelque chose arriver mais ne savent pas quoi. Florence. La voix de maman était petite. Nous ne t'avons pas invité. C'est ta sœur qui a organisé ça. 60 personnes l'ont entendu. Je le sais parce que je pouvais sentir chaque paire d'yeux se poser sur moi en même temps. Le silence n'était pas vide. Il était épais. Il appuyait sur ma peau. Je sais, ai-je dit. Je suis venu quand même. J'ai quelque chose pour toi et papa. Maman a regardé papa. Papa m'a regardé. Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir sur son visage. De la surprise, peut-être? De la curiosité? Quelque chose d'humain? Ce que j'ai eu, c'était de la pierre. Sa bouche fixée en une ligne plate, ses yeux plissés, et ses bras croisés sur le devant de sa chemise du dimanche repassée comme une grille qui se referme. Il n'avait encore rien dit, mais son corps disait tout. Derrière moi,
Je pouvais sentir Valérie se rapprocher. À côté de moi, le bourdonnement calme de 60 personnes décidant de détourner le regard ou de se pencher en avant. Tante Martine n'avait pas bougé de sa place près de la cuisine, mais je pouvais sentir qu'elle me regardait comme un phare regarde un bateau en mauvaise mer. J'ai fait un autre pas vers la table, vers mes parents. La boîte dorée semblait plus lourde qu'elle ne l'avait été dans la voiture. Je ne suis pas venu pour causer des problèmes, ai-je dit. Je suis venu parce que c'est votre 40e anniversaire et que je suis votre fille. Les yeux de papa sont tombés sur la boîte et sa mâchoire s'est serrée. J'ai posé la boîte sur la table, juste entre la composition florale et le gâteau d'anniversaire avec ses lettres en glaçage doré. L'emballage a attrapé la lumière du plafond et a brillé juste une seconde comme quelque chose de précieux. Papa l'a fixé. Sa mâchoire travaillait de gauche à droite, comme elle le faisait toujours quand il montait en pression. Puis il a tendu la main et l'a poussée. Pas doucement, pas un coup de coude. Une poussée franche de la paume qui a envoyé la boîte glisser sur la nappe et tomber du bord. Elle a heurté le sol avec un bruit sourd. Un coin du papier doré s'est déchiré. La salle a halté. Pas bruyamment, plus comme 60 personnes inspirant en même temps. Nous ne voulons pas de tes babioles bon marché. La voix de papa était forte. Assez forte pour le dernier rang, pour les cousins près de la fenêtre, pour les voisins près de la porte. Il voulait que tout le monde entende. Tu te pointes quand ça te chante, tu disparais pendant des années et tu penses qu'une boîte arrange tout? N'est pas bougé. Il a pointé Valérie du doigt. Ta sœur a été là. Valérie a payé pour cette maison. Elle a organisé cette fête. Elle était présente. Où étais-tu? Valérie se tenait derrière lui, bras croisés, menton levé. Elle ne parlait pas. Elle n'avait pas à le faire. Son visage disait tout. Ce regard prudent et exercé de quelqu'un qui avait déjà gagné et qui regardait juste l'autre quand le réalisait. Quelques invités ont bougé sur leur siège. Madame Petit regardait ses genoux. Oncle Raymond a posé sa fourchette. Cousin Benoît a fait un pas en arrière comme si l'air près de la table avait tourné. J'ai regardé mon père. Mes yeux brûlaient. Ma gorge était serrée. Mais ma voix, quand elle est sortie, était stable, et je savais exactement ce que j'allais faire. Je me suis penché et j'ai ramassé la boîte. Le coin déchiré du papier doré pendait. Je l'ai remis en place avec mon pouce, soigneusement. Comme on ajusterait le pansement d'un enfant. J'ai pris mon temps. Toute la salle regardait. Puis je me suis redressé. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé Valérie. Je ne suis pas venu ici pour mendier, ai-je dit. Je suis venu vous donner quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans, mais je ne resterai pas ici à me faire humilier pour vous avoir aimé. Personne n'a bougé. Je me suis retourné, j'ai marché devant les chaises pliantes, devant le diaporama qui faisait toujours défiler de vieilles photos, devant oncle Raymond les mains sur les genoux et madame Petit pressant une serviette sur sa bouche. 60 personnes, et pas une seule n'a dit un mot. Pas une seule ne s'est levée. Le seul bruit était mes chaussures sur le parquet et la chanson de variété qui jouait toujours depuis l'enceinte dans le coin comme si elle n'avait pas reçu le mémo. Tante Martine se tenait près de la porte d'entrée. Quand je l'ai atteinte, elle m'a attrapé le bras. Pas fort, juste assez pour m'arrêter. Elle a regardé la boîte, puis moi. Ses yeux étaient pleins et féroces. Laisse-la moi, a-t-elle chuchoté. Fais-moi confiance. J'ai hésité. Tout en moi voulait la ramener chez moi, la fourrer dans un placard et ne plus jamais penser à Saint-Amand. Mais la main de Martine était ferme, et ses yeux disaient ce que sa bouche ne disait pas, je me suis tu assez longtemps. J'ai placé la boîte dorée dans ses mains. Puis j'ai franchi la porte d'entrée, descendu les marches du porche et suis sorti dans l'air d'octobre. Je ne me suis pas retourné, mais je l'ai entendu, ma mère disant mon nom. Juste une fois, très doucement, et puis plus rien. En m'éloignant de cette rue, je n'arrêtais pas de me demander, pourquoi ai-je continué d'espérer? 5 ans que je payais leur crédit, et qu'est-ce que j'ai eu? Une boîte jetée d'une table et une porte fermée derrière moi. Avez-vous déjà tout donné à quelqu'un qui ne l'a même pas remarqué? Qui a regardé au-delà de votre sacrifice et a remercié quelqu'un d'autre pour cela? Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous laissé la boîte ou l'auriez-vous emportée? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir.
J'étais déjà sur l'autoroute quand ça a commencé. Je ne l'ai pas vu se produire, mais Martine m'a raconté chaque détail plus tard, et ce n'est pas une femme qui exagère. Si quoi que ce soit, elle minimise. Donc, quand elle m'a raconté ce qui s'est passé dans ce salon après mon départ, j'ai cru chaque mot. Voici ce qu'il s'est passé. La fête a essayé de reprendre. Valérie a tapé dans ses mains et a dit « Bon, tout le monde, ne laissons pas ça gâcher la soirée de maman et papa. Qui veut du gâteau ?» Quelques personnes ont murmuré. Quelqu'un a pris une fourchette. La musique continuait de jouer, mais Martine n'a pas bougé. Elle se tenait près de la porte, tenant ma boîte dorée, regardant la pièce essayer de se recoller. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait l'impression de tenir une grenade dégoupillée. 5 ans de mensonges de quelqu'un d'autre assis là, dans ses mains. Elle a marché jusqu'au centre de la pièce. Avant que quiconque ne touche à ce gâteau, a-t-elle dit haut et fort, il y a quelque chose que vous devez tous voir. La tête de Gérard s'est relevée brusquement. Martine, ne t'en mêle pas, non. Martine a posé la boîte sur la table. La même table d'où papa l'avait poussée 2 minutes plus tôt. Je ne m'en suis pas mêlé pendant 5 ans. Ça finit ce soir. Valérie a bougé rapidement. Tante Martine, ce n'est pas le moment. Oh, c'est exactement le moment, Valérie. La salle est devenue absolument immobile. Pas silencieuse. Immobile, comme si l'air lui-même avait cessé de bouger. Martine a ouvert la boîte. À l'intérieur, l'enveloppe Kraft de la banque, la lettre scellée dans son enveloppe blanche, tout ce que Florence avait transporté sur des centaines de kilomètres pour donner à ses parents. Martine a sorti l'enveloppe en premier, l'a tenue en l'air pour que tout le monde puisse voir l'adresse de retour de la banque. Puis elle l'a ouverte. Martine a déplié l'attestation et l'a tenue à bout de bras. Ses lunettes de lecture étaient déjà sur son nez. Elle les avait mises en marchant vers la table comme si elle planifiait ça depuis des années. Peut-être que c'était le cas. Elle l'a lu à haute voix. Chaque mot. Attestation de mainlevée d'hypothèque pour le 14 rue des Érables, Saint-Amand. Payé intégralement en date du 14 septembre. Remboursement effectué par. Elle a marqué une pause, a regardé Gérard, puis la salle. Florence Rose Mercier. Total payé, 137 412 €. Silence. Pas le silence gêné d'avant. C'était autre chose. C'était 60 personnes comprenant tout en même temps que le sol sous leurs pieds avait bougé. Martine a replongé la main dans l'enveloppe et en a sorti une pile de papier. 60 pages, relevés bancaires, enregistrement de transactions. Elle les a tenus en l'air et les a éventés lentement. 5 ans de paiement, a-t-elle dit. 2300 € chaque mois depuis le compte de Florence à Lyon. Son nom, son argent, chaque ligne. Quelqu'un au fond a chuchoté, oh mon Dieu. On m'a dit que Madame Petit a couvert sa bouche avec ses 2 mains. Oncle Raymond a reculé sa chaise de la table. Cousin Benoît restait là à fixer Valérie. Gérard n'a pas bougé. Sa main, la même main qui avait poussé la boîte, a grippé le bord de sa chaise, tremblante. Maman a pressé ses 2 paumes à plat contre son visage. Ses épaules ont commencé à bouger avant qu'aucun son ne sorte. Puis le son est venu, et c'était le genre de pleurs qui ne se soucie pas de qui les entend. Martine a baissé les papiers. Elle a regardé Gérard directement. C'est ça qui était à l'intérieur de ce truc bon marché que tu viens de jeter par terre. Les 5 ans, les 137 000 € de la fille qui, selon toi, s'en fichait. Personne ne respirait. Gérard s'est tourné vers Valérie. Son visage était quelque chose que j'aurais aimé pouvoir voir. Martine l'a décrit comme un homme regardant sa propre maison prendre feu. Chaque ligne, chaque ride se réarrangeant autour d'une nouvelle compréhension. Tu m'as dit que tu payais le crédit. Sa voix était plate. Dangereusement plate. Le visage de Valérie était devenu blanc. Pas rose, pas rouge, blanc. C'est comme si quelqu'un avait débranché une prise quelque part derrière ses yeux. J'ai aidé, a-t-elle dit. J'ai contribué. Martine n'a pas bronché. Vraiment? Parce que Monsieur Lefebvre à la banque a confirmé que chaque paiement, absolument tous, provenait d'un seul compte. Celui de Florence. Pas 1 euro de toi, Valérie. Elle a fait une pause. Pas un. Ce n'est pas.
Je voulais dire que j'ai aidé d'autres façons. Une voix du fond. Tante Denise, la sœur de Gérard, 70 ans et tranchante comme un couteau de cuisine. De quelle façon exactement? Valérie a ouvert la bouche. L'a fermée. L'a rouverte. Rien n'est sorti. La salle a tourné. On pouvait le sentir comme une marée qui s'inverse. Les gens qui hochaient la tête au toast de Valérie il y a 10 minutes la fixaient maintenant. De la façon dont on fixe quelqu'un qu'on vient de réaliser ne pas connaître du tout. Oncle Raymond a secoué la tête lentement. Madame Petit ne voulait même pas regarder dans la direction de Valérie. Cousin Benoît a croisé les bras et s'est appuyé contre le rebord de la fenêtre, la mâchoire serrée. Valérie a fait un pas en arrière, puis un autre. Personne n'a bougé vers elle. Personne ne l'a défendue. Le silence autour d'elle était total. Gérard agrippait toujours sa chaise, mais il ne regardait plus Valérie. Il regardait la porte d'entrée. La porte que Florence avait franchie. La porte qu'il ne l'avait pas empêché d'atteindre. Le relevé bancaire ne ment pas, Valérie. C'était Martine. Calme maintenant. Presque douce. Presque. Martine a plongé la main dans la boîte une dernière fois. Il y a encore une chose, a-t-elle dit. L'enveloppe blanche, mon écriture sur le devant. Maman et papa. Martine a regardé Gérard. Tu veux lire ça toi-même ou tu veux que je le fasse? Gérard n'a pas répondu. Ses mains tremblaient trop pour tenir du papier. Maman pleurait toujours, le genre calme maintenant. Le genre qui vient après que le genre bruyant manque d'air. Martine a ouvert la lettre. Elle l'a lu lentement. Pas tout. Elle m'a dit plus tard qu'elle ne pouvait pas tout lire sans que sa voix ne se brise. Alors elle leur a donné les parties qui comptaient le plus. Maman et papa, je sais que vous pensez que je suis parti parce que je m'en fichais. Mais je suis parti pour pouvoir prendre soin de vous depuis un endroit où j'étais assez forte pour le faire. Cette maison est la vôtre. Elle l'a toujours été. J'ai juste fait en sorte que personne ne puisse vous l'enlever. Martine a marqué une pause, s'est stabilisée. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé, même quand vous ne me voyez pas. Elle a plié la lettre et l'a posée sur la table devant Gérard. La salle était dévastée. Il n'y a pas d'autre mot. Les femmes plus âgées s'essuyaient les yeux avec des serviettes. Oncle Raymond avait la tête baissée. Deux des voisins se sont dirigés tranquillement vers la porte, non par manque de respect, mais parce qu'ils savaient que ce n'était plus leur moment. Maman a tendu la main à travers la table et a pressé ses doigts contre la lettre comme si elle touchait le visage de Florence. Gérard restait assis là, les coudes sur les genoux et la tête dans les mains. 64 ans. Et l'homme avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. Valérie était partie. À un moment donné pendant la lecture de la lettre, elle avait pris son sac à main et s'était glissée par la porte arrière sans un mot. Personne n'a remarqué. Gérard a sorti son téléphone avant même que Martine n'ait fini de poser la lettre. Il a composé mon numéro. Je m'insérais sur l'autoroute vers l'ouest, la lumière dorée du soir coupant à travers le pare-brise, et j'ai vu son nom clignoter sur l'écran. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il passe sur messagerie. Il a rappelé. Messagerie. Maman lui a pris le téléphone, m'a appelé elle-même. J'ai vu son nom apparaître. Juliette Mercier. Je n'avais pas vu ça sur mon écran depuis 3 ans. Messagerie. De retour dans le salon, Martine m'a raconté cette partie. Gérard a posé le téléphone sur la table et l'a juste fixé comme s'il attendait qu'il sonne de lui-même, comme si la technologie pouvait réparer ce qu'il avait brisé de ses propres mains. Martine a dit, elle est probablement en route pour l'aéroport. Elle a traversé le pays pour toi, Gérard, et tu ne l'as même pas laissé s'asseoir. Il n'a pas répondu. Les invités ont commencé à partir. Un par un, puis par groupe, ils ont rassemblé leurs manteaux et murmuré des choses comme belle soirée auxquelles personne ne croyait. Le gâteau restait intouché. La banderole se balançait toujours sur le porche. Joyeux 40e. Le vieux monsieur Humbert, le voisin qui vivait en face depuis avant ma naissance, s'est arrêté à la porte en sortant. Il a mis sa main sur l'épaule de Gérard. Tu sais, Gérard, a-t-il dit. J'ai toujours pensé que Florence était la silencieuse. Il s'avère que le silence ne veut pas dire l'absence. Gérard n'a pas levé les yeux. Après le départ de tout le monde,
il n'y avait plus que Gérard et Juliette à la table. Assiette en carton, nourriture froide, une banderole oscillant dans le courant d'air de la porte moustiquaire, et une lettre d'une fille à qui ils n'avaient pas parlé depuis des années, ouverte sur la table entre eux. Martine m'a dit qu'ils sont restés assis à cette table pendant 3 heures. Juliette n'a pas déplacé la lettre. Elle a gardé sa main dessus comme une encre. Gérard a lu les relevés bancaires, les 60 pages, une par une, passant son doigt sur les colonnes de chiffres. Chaque mois, chaque montant. Mon nom répété 60 fois comme un battement de cœur qu'il avait été trop sourd pour entendre. Vers 23 heures, Martine est rentrée chez elle. Elle avait proposé de rester, mais Gérard l'a renvoyée d'un geste sans lever les yeux. « Vas-y, Martine. On a besoin de rester avec ça. » À minuit, Gérard a finalement parlé. Je l'ai poussé de la table, Juju. Juliette l'a regardé. J'ai poussé le cœur de ma propre fille hors de la table. Sa voix s'est brisée sur le mot au cœur. Martine m'a dit plus tard qu'elle avait appelé Juliette le lendemain matin. Et Juliette a dit que c'était la première fois en 40 ans de mariage qu'elle entendait Gérard Mercier pleurer. Pas avoir les larmes aux yeux, pleurer. Juliette a mis sa main sur la sienne. Alors on roule, a-t-elle dit. C'est 14 heures de route. Alors on part maintenant. Gérard l'a regardé. Quelque chose est passé entre eux. Pas des mots, pas même une décision. Plutôt une reddition. Le genre qui arrive quand on arrête enfin de combattre la chose qu'on sait déjà être vraie. À 3 heures du matin, Gérard a sorti son pick-up de l'allée et Juliette est montée avec un thermos de café et la boîte dorée réemballée par Martine avant son départ. Ils ont pris la nationale, direction le sud. Ils n'ont pas appelé, pas envoyé de SMS, ils ont juste conduit. Le compteur kilométrique tournait kilomètre après kilomètre dans le noir. Traversant les départements, les régions. 14 heures. À ce moment précis, j'étais à 10 000 mètres d'altitude, volant vers chez moi, fixant le siège vide à côté de moi où se trouvait une boîte emballée d'or. Thomas m'attendait à l'aéroport de Lyon quand je suis sorti du terminal, il n'a pas demandé comment ça s'était passé. Il pouvait le voir sur mon visage. Il a juste pris mon sac, mis son bras autour de mes épaules et m'a accompagné jusqu'à la camionnette. Nous sommes rentrés en silence. Pas le genre inconfortable. Le genre où quelqu'un vous aime assez pour savoir que les mots ne feraient qu'alourdir les choses. Quand nous sommes rentrés, je me suis assise sur le canapé. Je n'ai pas enlevé ma veste. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste resté là dans le salon sombre pendant que Thomas verrouillait la porte d'entrée et mettait la bouilloire en marche. Puis ça m'a frappé. Pas lentement, pas comme une vague qui monte, mais comme un mur qui tombe. J'ai pressé mon visage dans le coussin et j'ai pleuré d'une façon dont je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. Bruyamment, sans grâce, en tremblant. Thomas s'est assis à côté de moi. Il a mis sa main sur mon dos et n'a pas dit un mot. Pas ça va aller. Pas il ne te mérite pas. Pas toutes ces choses que les gens disent quand ils ne savent pas quoi offrir d'autre. Il est juste resté. Après un long moment, je me suis redressé, j'ai essuyé mon visage avec ma manche, j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais entendre personne de Saint-Amand. Pas ce soir. Pas encore. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je fais toujours. Levé à 5 heures, café fait, assise sur le porche avant en peignoir avec la tasse chaude dans les mains, regardant le ciel passer du noir au gris puis au bleu. Ai-je eu tort d'y aller? Ai-je eu tort d'espérer? Je continuais de retourner ça comme un caillou dans ma poche que je ne pouvais m'empêcher de toucher. Et puis, à exactement 6h07, j'ai entendu une voiture arriver. Je n'ai pas reconnu le pick-up au début. Un utilitaire blanc poussiéreux, de la crasse de route sur les ailes, des plaques d'un autre département. Il s'est garé de travers contre le trottoir comme si le conducteur s'était arrêté à la hâte. Le moteur a tic-taqué dans le calme du matin. Puis la portière du conducteur s'est ouverte et mon père en est sorti. Gérard Mercier, 64 ans, chemise en flanelle froissée, la même qu'à la fête, les yeux cernés de rouge, les cheveux poussés d'un côté après 14 heures appuyés contre un appuie-tête. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Maman a contourné le côté passager. Elle tenait la boîte dorée, réemballée, le coin déchiré réparé avec du ruban adhésif frais. Elle la serrait contre sa poitrine comme si elle risquait de s'envoler. Il se tenait au bout de mon allée. 6 mètres de béton entre nous.
Papa n'a pas bougé. Il est juste resté là, les mains le long du corps, la bouche travaillant comme s'il mâchait quelque chose qui ne voulait pas descendre. 14 heures de route et il ne savait toujours pas quoi dire en premier. Je suis resté sur le porche, café à la main, peignoir, pieds nus sur le bois froid. Nous nous sommes regardés. Le quartier se réveillait. Un chien aboyait quelque part. Un arroseur s'est mis en marche 2 portes plus loin. Le monde ordinaire continuait de bouger autour de nous pendant que nous restions immobiles. Puis mon père a parlé. Sa voix était dépouillée de tout. Je suis désolé, Florence. 4 mots, et c'étaient les mots que j'avais attendus toute ma vie d'entendre de cet homme. Il a dégluti, a essayé à nouveau. J'ai repoussé la seule personne qui nous soutenait vraiment. Je n'ai pas couru vers lui. Je ne me suis pas effondré. Je suis resté sur mon porche avec mon café qui refroidissait, et j'ai laissé ces mots atterrir là où ils devaient atterrir. Maman a craqué la première. Elle a remonté l'allée avec la boîte toujours pressée contre elle, les larmes coulant déjà. Elle s'est arrêtée au bas des marches du porche. Elle n'a pas essayé de monter. Elle a attendu. Je savais. Sa voix était à peine là. Au fond, je savais que Valérie ne disait pas la vérité. J'ai vu des choses qui ne collaient pas. Et je me suis dit que ce n'était pas ma place de questionner, mais j'avais peur. Peur de ton père. Peur de perdre Valérie. Peur de tout. Elle a levé les yeux vers moi. J'ai laissé ton père pousser ton cadeau de la table, Florence. Devant tout le monde et je suis restée assise là. Je sais, maman. Je ne me le pardonnerai jamais. Je l'ai regardé longuement. La boîte dans ses bras, le scotch sur le coin, les cernes sombres sous ses yeux. Puis je me suis écarté et j'ai tenu la porte ouverte. Entrez, ai-je dit, tous les deux. Ce n'était pas chaleureux. Je veux être honnête à ce sujet. Je ne suis tombé dans les bras de personne. J'ai fait du thé. J'ai sorti des tasses. J'ai bougé dans ma propre cuisine avec l'efficacité constante d'une femme qui a passé 5 ans à prendre soin des gens sans être remerciée. Et puis j'ai laissé ce rythme me porter parce que c'était la seule chose qui empêchait mes mains de trembler. Thomas est sorti de la chambre, a dit un bonjour discret, a serré la main de Gérard, et a disparu dans le garage. Il savait que ce n'était pas sa conversation. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine, la table à 4 € achetée dans un vide-grenier sur laquelle j'avais mangé un millier de dîners silencieux, et j'ai dit la chose que je portais depuis encore plus longtemps que le crédit immobilier. Je vous aime, mais je ne retournerai pas à être invisible. Maman a hoché la tête, rapidement et de manière brisée, et papa a juste regardé ses mains. Je suis contente que vous soyez venu, ai-je dit. Mais venir une fois n'efface pas 5 ans de silence. Papa a hoché la tête. Il n'a pas argumenté, n'a pas expliqué, ne m'a pas dit que j'étais injuste. Cela, plus que les excuses, m'a dit que quelque chose avait réellement changé. Au cours de l'heure suivante, ils m'ont raconté ce qui s'était passé après que j'ai quitté la fête. Les nouvelles ont voyagé comme elles le font toujours dans une petite ville, vite et sans pitié. Le dimanche matin, la moitié de Saint-Amand savait que Valérie Mercier avait menti sur le fait de payer le crédit de ses parents. Le lundi, l'autre moitié le savait. Le groupe de prière de l'église, la supérette, le café sur la place où papa allait tous les matins. Les gens n'ont pas confronté Valérie directement. Ils n'ont pas eu à le faire. Ils ont juste arrêté d'appeler, arrêté de faire signe, arrêté de lui garder une place. Dans une ville de 4000 habitants, le silence est son propre verdict. Gérard m'a dit qu'il avait retiré le nom de Valérie de tous les comptes joints. Il est allé à la banque ce mardi-là, s'est assis en face de Monsieur Lefebvre, qui a géré ça sans un seul « je vous l'avais bien dit », et a signé les papiers lui-même. Elle avait accès à des choses auxquelles elle n'aurait pas dû, a dit papa doucement. C'est ma faute. Ils ont aussi engagé un notaire local pour auditer tout ce que Valérie avait touché. C'était par précaution, a dit papa, mais l'expression sur son visage me disait qu'il avait peur de ce qu'ils allaient trouver. Valérie, de son côté, a envoyé un SMS groupé à toute la famille 3 jours après la fête. Un long message tortueux sur la façon dont Martine avait manipulé la situation et monté tout le monde contre elle. Elle se qualifiait de vraie victime. Personne n'a répondu. Martine m'a envoyé une capture d'écran et une seule ligne, toute la ville parle, pas de l'argent, mais du genre de personne que tu es. Je l'ai lu 2 fois.
Puis j'ai posé mon téléphone et je suis retourné travailler. Avant qu'ils ne partent, je les ai fait asseoir une dernière fois. Le thé était froid à ce moment-là. Le soleil du matin avait traversé le sol de la cuisine et atteint le mur opposé. Nous parlions depuis 3 heures, et la plupart du temps, c'était eux qui parlaient. J'avais écouté. Maintenant, c'était mon tour. Si on doit reconstruire ça, ai-je dit, j'ai besoin de quelque chose. Papa s'est redressé sur sa chaise. Maman a croisé les mains. J'ai besoin que vous m'appeliez, pas seulement quand quelque chose ne va pas. Régulièrement. J'ai besoin d'avoir de vos nouvelles parce que vous le voulez, pas par culpabilité. Papa a hoché la tête. J'ai besoin que vous arrêtiez de laisser une seule personne décider qui est dans cette famille et qui ne l'est pas. Ça vaut pour Valérie et ça vaut pour n'importe qui d'autre. Un autre hochement de tête. Et j'ai besoin que vous ne laissiez plus jamais personne parler à ma place. Si vous voulez savoir comment je me sens, demandez-moi. Pas à ma sœur, pas à un voisin, à moi. La cuisine était silencieuse. Le réfrigérateur ronronnait. Quelque part dehors, la scie de Thomas a démarré dans le garage. Un bourdonnement lointain à travers le mur. Papa s'est raclé la gorge. Est-ce que je peux? Il s'est arrêté. A recommencé. Est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Je l'ai regardé longuement. Cet homme qui m'avait appelé une bouche de moins à nourrir, qui avait poussé mon cadeau d'une table devant 60 personnes, qui avait conduit 14 heures à travers la nuit avec les yeux rouges et une voix brisée pour se tenir dans mon allée et dire 3 mots. Je me suis levé, j'ai contourné la table et je l'ai laissé me tenir. Ce n'était pas encore le pardon. Je veux être clair là-dessus. C'était une porte que j'ai choisi de laisser ouverte, et il y a une différence. Je n'ai pas besoin que tu rattrapes le passé, ai-je dit dans son épaule. J'ai besoin que tu sois présent pour l'avenir. Il m'a serré plus fort. C'était il y a 3 mois. Papa appelle tous les dimanches maintenant, à 19 heures précises. Parfois on parle 1 heure. Parfois c'est 10 minutes sur la météo et ce que Thomas construit dans le garage, mais il appelle chaque semaine. Il n'en a pas manqué un. Maman envoie des cartes manuscrites. Ce ne sont pas de longues lettres, juste de petits mots sur le papier à lettres florales qu'elle utilise depuis que je suis gamine. Je pense à toi. J'ai vu un rouge-gorge aujourd'hui et je me suis souvenu que tu les aimais. De petites choses, des choses vraies. Ils ont pris l'avion pour venir nous voir à Noël. La première fois que l'un ou l'autre prenait l'avion en 20 ans. Papa a agrippé la coudoir tout le vol. Maman a apporté des biscuits faits maison emballés dans 3 couches de papier bulle. Nous avons dîné à ma table de vide-grenier à 4 € et personne n'a mentionné la chaise vide où Valérie aurait pu s'asseoir. Valérie? Les gens demandent de ses nouvelles. Je ne l'ai pas coupée de ma vie. Ce n'est pas le but. J'ai juste arrêté de courir après elle. Si elle veut être dans ma vie, elle sait où me trouver. Mais elle ne peut plus réécrire l'histoire. Je suis retourné travailler à l'hôpital le lundi après que tout cela soit arrivé. J'ai pointé, vérifié les constantes, changé les perfusions. Le monde ne s'arrête pas parce que votre famille vous voit enfin. Il continue juste et vous avancez avec lui. Thomas m'a demandé un soir pendant qu'on faisait la vaisselle. Même endroit, même question, poids différent derrière. Alors, est-ce que ça valait le coup? Tout ça? C'est 5 ans. J'ai posé une assiette sur l'égouttoir. Même égouttoir, même assiette, même vie, mais différente chaque mois. Je ne vous dis pas de payer le crédit immobilier de quelqu'un pour gagner son amour. Ce n'est pas la leçon. La leçon est plus simple. Ne laissez personne vous convaincre que votre gentillesse vous rend faible. Et ne laissez jamais personne d'autre raconter votre histoire. Je n'ai pas reconquis mes parents avec de l'argent. Je les ai reconquis en refusant de disparaître. Quand je raconte cette histoire, je me demande encore, aurais-je dû dire la vérité plus tôt? Si j'avais appelé mes parents il y a 5 ans et dit, c'est moi. C'est moi qui paie votre crédit. Peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Peut-être que papa m'aurait cru. Ou peut-être que Valérie aurait trouvé un moyen de tordre ça aussi. Qu'en pensez-vous? Aurais-je dû le dire à mes parents dès le début? Ou est-ce que garder le silence était la bonne décision? J'ai fait des allers-retours là-dessus 100 fois, et je n'ai toujours pas de réponse claire. Dites-le moi dans les commentaires.
J'aimerais honnêtement savoir ce que vous auriez fait différemment. C'est mon histoire. Que vous ayez été la Florence de votre famille ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'a été, j'espère que cela vous rappelle qu'être silencieux ne signifie pas être faible. Parfois, les gens qui font le moins de bruit portent le plus de poids.